Conformément au calendrier proposé par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dans le cadre du processus électoral, le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 22 novembre prochain a pris fin ce 22 septembre à 23h59. L'ambiance était de taille pour les candidats qui voulaient déposer leur dossier, mais aussi pour l'institution en charge donc de l'organisation des élections au Burkina Faso, la CENI, qui avait la lourde tâche de contrôler et vérifier la composition des dossiers. Précision avec le constat sur place avec nos équipes de reportage. À suivre également cette fois en Côte d'Ivoire, Pascal Affiong-Guessan, candidat à l'élection présidentielle, qui a rencontré le président du PDCI-RDA ce mercredi 23 septembre à Abidjan. Pascal Affiong-Guessan a réaffirmé sa volonté de rejoindre officiellement le groupement de l'opposition conduit par Henri Konan Bédié. Pour le président du Front populaire ivoirien, le FPI, il faut passer le plus rapidement possible à la phase pratique du mot d'ordre de l'opposition pour que l'objectif poursuivi soit atteint. Commentaire dans ce journal. Enfin, la communauté burkinabé vivant aux États-Unis est sur le choc. Un de leurs tire sur sa femme et se donne la mort. Un drame qui remet au goût du jour la question des violences dans la communauté. Que s'est-il bien passé? Élément de réponse dans ce témoignage en toute fin d'édition. Voilà donc pour l'essentiel, madame, monsieur. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur la chaîne africaine de télévision. Bonsoir à toutes et à tous, madame, monsieur. Je vous l'indiquais donc dans les titres sur nos antennes. La réception des dossiers de candidature aux législatives du 22 novembre prochain est close depuis hier à minuit. Seuls les retardataires présents sur les lieux avant le délai fixé ont été autorisés à déposer leur dossier après cette heure. Ces candidats de la dernière heure ont passé la nuit sur place et une bonne partie de la journée d'aujourd'hui afin d'avoir un ticket pour prétendre à l'hémicycle. Constat avec notre équipe de reportage composée de Fabé Mamadou Ouattara et Achille Ouedraogo. Mamadou Cabré peut enfin quitter le site de dépôt des candidatures pour les élections législatives du 22 novembre prochain. Il a veillé en ce lieu pour pouvoir déposer les listes des candidats de son parti. Bien qu'arrivés sur le tard, les dossiers du PRIT Nayala ont bien été réceptionnés. Nous sommes arrivés hier avant la clôture. Malheureusement, nous étions une centaine à faire la queue. Et donc, c'est par ordre d'arrivée. Et donc, j'ai été reçu dans un premier temps à 4 h du matin. J'ai fini autour de 6 h 30. Puis, on m'a rappelé pour mettre de l'ordre dans la liste provinciale du Yatenga. Et c'est là que je viens de quitter aux environs de midi presque. Et donc, je suis venu et j'étais dans les règles avec le délai qui était imparti le 22 avant minuit. Le regroupement d'indépendants Jeunesse Intègre engagé pour le développement a aussi pris tout son temps afin de se donner une chance d'être présent à l'hémicycle à la prochaine législature. Mais pour cela, il a fallu que Salfo Ouedraogo, le mandataire de ce regroupement, passe la nuit au centre de réception des candidatures pour déposer leur liste unique pour la circonscription du Kadiogo. Nous sommes arrivés ici à 23h36, donc ça veut dire que c'était juste. Et on savait qu'on allait faire partie des derniers à déposer. Donc on avait encore le temps pour parfaire la liste si toutefois il y a des erreurs. Donc dans l'objectif de proposer un dossier conforme. Et c'est vrai qu'à la dernière minute c'est risqué, mais c'est comme ça. Voilà, Dieu merci, tout s'est bien passé. Les candidats n'ont pas tout de suite pris d'assaut le site de réception des dossiers. C'est à la date limite du dépôt que les locaux de la CENI ont refusé du monde. L'institution a dû prendre des dispositions pour permettre aux candidats présents sur place avant leur limite de déposer leur dossier. Tout comme dans tout processus où il y a des derniers délais avec possibilité d'affluence, nous avions prévu à partir de 23h59 un dispositif sécuritaire qui a permis qu'à l'heure limite, on puisse fermer tout ce qui est ouverture, de sorte à n'avoir dans les locaux de la CENI que ceux qui sont arrivés à l'heure avec leur dossier. Et depuis donc hier, à partir de 23h59, là, nous continuons donc à enregistrer les dossiers de ceux qui étaient dans notre enceinte au moment de la fermeture des portes. Malgré notre organisation qui a consisté à mettre en place 12 équipes,
pour recevoir donc les gens. Si vous avez environ 100 partis qui viennent chacun avec au bas mot une vingtaine de listes, vous imaginez la charge de travail. C'est ça qui fait qu'on est jusqu'à présent ici. Mais je dois aussi ajouter qu'il y a certains qui se sont crus malins, qui n'étaient même pas prêts du tout, mais qui sont arrivés à rentrer avant les 23h59 et qui sont en train de continuer à faire le traitement de leurs listes dans la cour. Bon, là, on fait avec. L'affluence constatée sur les derniers jours de dépôt laisse présager d'un nombre élevé de candidatures par rapport aux années précédentes. Nous n'avons pas encore fait le point, puisque vous voyez que nous sommes en train de faire des enregistrements, nous n'avons pas encore fait le point global, mais à première vue, on pourrait, sans risque de se tromper, dire qu'il y a beaucoup plus d'affluence que les années passées. Passé l'étape de dépôt des candidatures, chaque candidat s'attellera à convaincre le maximum d'électeurs afin de s'assurer une place au sein de l'hémicycle. Mais pour cela, il faudra que son dossier soit validé et passe l'étape du contentieux électoral, phase qui s'ouvre dès que celle des réceptions des dossiers est close selon le chronogramme proposé par la CD. Des démissions dans la province du Zandoma au sein du parti au pouvoir, le MPP. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de la sous-section communale du Mouvement du Peuple pour le Progrès de Gourcy, la maire de la dite commune Kadidja Traoré et d'autres militants du parti ont annoncé leur démission pour des raisons personnelles. Selon des informations, ce sont au total 22 conseillers municipaux, en plus de la maire, qui ont quitté le Navi MPP, le parti au pouvoir. Par la présente, nous venons de signifier que nous, pour des raisons personnelles propres à chacun de nous, nous démissionnons du MPP, ont écrit donc ces démissionnaires dans la correspondance adressée au secrétaire général le lundi 21 septembre dernier. Selon une source proche du parti, le positionnement sur les listes électorales pour les législatives serait donc la principale cause de ce départ. Par ailleurs, à en croire la même source, la maire est fortement pressentie à déposer ses valises au parti pour le développement et le changement, le PDC. Direction à présent, le Niger, investi candidat par un parti divisé, Ama Amadou a lancé sa campagne pour la présidentielle dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. Les obstacles sont toujours nombreux, mais le bras de fer est lancé avec ses adversaires. Le principal opposant nigérien à l'élection présidentielle de décembre prochain a annoncé donc son parti politique dénommé le Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le MODEM. Le Congrès décide d'investir son Excellence Ama Amadou à la prochaine élection présidentielle, a indiqué un communiqué du MODEM publié à l'issue d'un congrès organisé en fin de semaine dans la ville de Dosso, à 140 km à l'est de Niamey, la capitale. Lors d'un meeting qu'il a animé après son investiture, Ama Amadou a rassuré ses partisans que sa candidature ne sera pas invalidée. Aucun juge nigérien ne m'a déchu de mes droits civiques, a-t-il affirmé, faisant allusion à sa condamnation dans l'affaire dite des bébés importés du Nigeria. Poursuivi dans cette affaire révélée en 2013 avec l'une de ses épouses, l'opposant a été condamné à une peine de prison d'un an ferme en mars 2017. Le nouveau code électoral contesté par l'opposition interdit à toute personne condamnée à une peine d'un an de prison ferme de participer à une élection et de diriger un parti politique. Le Niger s'apprête donc à organiser de nouvelles élections au cours du dernier trimestre de l'année en cours. Ainsi, des élections législatives, municipales et régionales auront lieu le 13 décembre. Le premier tour de la présidentielle, elle, aura lieu donc le 27 décembre. Il faut rappeler aussi qu'arrivé au terme de son second et dernier mandat légal, le président Mahamadou Issoufou a promis ne pas se représenter. Restons dans la sous-région ouest africaine, cette fois en Côte d'Ivoire, comme annoncé en début de cette édition. Le président du Front populaire ivoirien, le FPI, l'un des 4 candidats à l'élection présidentielle d'octobre, Pascal Affi-N'Guessan, tenait une conférence de presse hier mardi 22 septembre au siège du parti à Abidjan. Absent de la grande réunion de la coalition de l'opposition dimanche dernier, sa position sur le processus électoral était très attendue. Pascal Affi-N'Guessan
Nguessan, qui a d'ailleurs rencontré le président du PDCI, Aimé Henri Konan Bédié, ce mercredi. Commentaire signé Fabé Mamadou Ouattara. L'investiture de Pascal Affi Nguessan était prévue ce samedi 26 septembre, une grande messe qui devrait mettre en branle sa dynamique de campagne. Finalement, ce grand rendez-vous est suspendu et reporté à une date ultérieure. L'opposant estime que l'heure est grave et que les conditions de transparence et d'équité ne sont pas réunies pour aller aux élections du 31 octobre prochain. Il y a même des risques de guerre civile aux yeux du président du FPI, l'un des 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour briguer les suffrages des Ivoiriens. Et aujourd'hui, l'enjeu se résume en une alternative: l'affrontement ou la paix. Le risque d'une nouvelle guerre civile ou la chance donnée à la réconciliation et à la démocratie. C'est ainsi que se posent les termes du débat aujourd'hui dans notre pays. Alors, bien évidemment, l'heure ne peut pas être aux arrière-pensées, aux règlements de compte, aux agendas cachés, aux exclusions, aux parcours solitaires. Il faut être à la hauteur, faire preuve de cet esprit de responsabilité qui s'impose à chacun d'entre nous. Au-delà de nos personnes, par-delà nos différences, il y a l'intérêt national. Il y a la Côte d'Ivoire. Et l'intérêt national doit primer sur toute autre considération. C'est par notre unité, solide, loyale, dénuée d'arrière-pensée, qu'ensemble nous pouvons imposer. Nous allons imposer au président sortant un processus électoral ouvert, démocratique, inclusif, qui donne à chacun d'entre nous une chance de l'emporter. Pascal Affi Nguessan rejoint donc le camp de ceux qui prônent la désobéissance civile. Il s'est joint au mouvement que le président Henri Konan Bédié a lancé le dimanche dernier, entouré des leaders de l'opposition. Le candidat du FPI ne souhaite pas être seul engagé dans un processus électoral qu'il trouve biaisé et qui devrait à coup sûr permettre la réélection du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat qui viole à ses yeux la constitution ivoirienne. À cause de la dictature d'Alassane Ouattara, je souscris entièrement et totalement à la désobéissance civile prônée par le président Henri Konan Bédié et l'ensemble des forces politiques et sociales ivoiriennes. Au nom du FPI, je lance un appel à tous les militants, à toutes les militantes et sympathisants, à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens épris de paix, de liberté et de démocratie, de se tenir prêts pour traduire en actes concrets les mots d'ordre qui seront adressés dans les prochains jours. Alassane Ouattara nous invite à la mobilisation et nous contraint à la lutte pour libérer notre pays de la dictature. Avec la réforme du Conseil constitutionnel, la mise en place d'une commission électorale réellement indépendante, faute d'une représentation équilibrée des différentes forces politiques, cela constitue pour moi le préalable à la tenue d'une élection présidentielle. Alors mon combat aujourd'hui est clair. Il s'inscrit, je le redis, dans cette dynamique d'union de l'opposition que j'appelais de mes voeux le 25 août. En d'autres termes, bien évidemment pour moi, candidat à l'élection présidentielle, il n'est pas concevable de cautionner, de quelque manière que ce soit, un processus électoral qui serait par avance truqué et dont le résultat serait calé, bouclé, ficelé. Affi Nguessan est convaincu que c'est dans l'action unitaire que l'opposition pourra forcer Ouattara à entendre raison. Pour lui, la victoire de l'opposition est certaine, car, selon ses dires, Ouattara est désormais seul, abandonné par les ténors politiques qui l'entouraient, mais aussi lâché par nombre de ses soutiens en Occident, ainsi que certains de ses pairs de la CEDEAO qui considèrent qu'un 3e mandat n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Voilà, et puis nous sommes donc de retour au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Le Grand Ouaga va évoluer dans son concept de nouvelles réalités et aspirations des Burkinabés, impose une nouvelle approche de la construction de la capitale burkinabé. La nouvelle formule intègre des impératifs comme le besoin de plus de sécurité, le développement des espaces éco-acoustiques et des pôles industriels. Je vous propose d'entendre à ce propos le ministre Rémi Fulgence Dandino sur la nouvelle vision du Grand Ouaga, comme l'a décidé le Conseil des ministres tenu ce jour même. Le principe du Grand Ouaga date de 1999
Et ce principe-là, il faut savoir qu'il doit être évolutif parce que nous avions aujourd'hui une projection pour 2025 de près de 5 millions d'habitants dans cet espace-là. Donc il s'agit d'avoir une organisation polycentrique qui va se faire sur 12 points, à savoir donc des zones d'urbanisation future, une technopole, 2 pôles d'activité économique, 3 pôles industriels que sont Tanguenda, Souri, Koubri et Kosodo, 2 pôles agro-pastoraux, à savoir Koubri et Lumbila, un pôle sportif à Komsilga, des zones naturelles et agricoles, des zones de réhabilitation et de densification. Là, il s'agit essentiellement de nos anciens quartiers de Ouagadougou, et également des zones d'écoculture. Il s'agit des abords des barrages de Ouagadougou et des zones de sécurité et de défense. Vous savez que le projet aujourd'hui vise à sortir les camps militaires de la ville. Donc nous avons Koubri, Lumbila, Konki-Pala, Pabré et Saba. Donc l'adoption de ce rapport-là met donc en œuvre un certain nombre de décrets qui doivent permettre la mise en œuvre de ce chemin rêvé. Venons-en à présent à ce drame, comme indiqué dans les titres, qui touche donc la communauté burkinabé des États-Unis. Une altercation qui vit au drame. Un homme qui tire sur son ex-femme avant de se donner la mort. La scène s'est passée dans le centre des États-Unis. Daouda Emile Ouedraogo, vous êtes dans le New Jersey et vous avez suivi pour nous cette histoire qui a tout l'air d'un crime passionnel. Bonsoir, chers confrères. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce drame passionnel qui a frappé la communauté burkinabé des États-Unis. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un jeune burkinabé dans la trentaine, du nom de Dieudonné Poda, qui a été retrouvé mort dans sa maison à Oklahoma, dans l'état de Oklahoma, et mort par balle. Selon la police locale, il a été retrouvé mort et son épouse aussi a été retrouvée aussi blessée par de multiples balles et est dans une situation critique et a été admise à l'hôpital. Alors, selon les enquêtes préliminaires, la police table sur un crime passionnel. Mais les circonstances exactes de la mort de ce jeune burkinabé ne sont pas encore tout à fait connues du grand public. Seules les investigations approfondies de la police pourront faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais d'ores et déjà, on sait que Dieudonné Poda était précédemment le président de l'association des Burkinabés d'Oklahoma et il avait eu il aurait eu 2 enfants avec la dame qui est d'origine américaine. Mais cependant, il faut préciser qu'ils avaient divorcé. Alors, le drame s'est passé à 6 h du matin dans l'état d'Oklahoma et toute la communauté burkinabé est sous le choc par rapport à ce drame-là. Alors, pour la suite de l'événement, la communauté burkinabé s'organise pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire le choix entre inhumer le corps aux États-Unis ici ou lever des fonds pour pouvoir transférer la dépouille mortelle au Burkina Faso pour pouvoir faire l'inhumation. D'ores et déjà, je tiens à dire que la communauté burkinabé est sous le choc et ce qui concerne le volet judiciaire, les autorités diplomatiques pourraient s'activer pour pouvoir faire la lumière sur ce drame. Mais pour l'instant, voilà ce qu'il en est. D'aucuns qualifient ce drame de passionnel et ce drame frappe notre communauté qui n'est pas le premier dans la communauté afro-africaine en général. Et je rappelle ici que c'est une opportunité pour nous de pouvoir trouver, je parle de la communauté burkinabé résidant aux États-Unis, de pouvoir trouver les voies et moyens pour amoindrir les conflits conjugaux lorsqu'ils surgissent dans notre communauté. Je vous remercie.
Voilà, et puis tâchons d'être plus complets avec ce drame. Une précision importante, le couple était en instance de divorce. Rentrée scolaire 2020-2021, les préparatifs au ralenti. Les préparatifs donc de la rentrée des classes ont débuté dans la capitale burkinabé. Moment très difficile pour les parents d'élèves qui doivent faire beaucoup de dépenses. Mais côté commerçant, c'est l'occasion de se faire un bon chiffre d'affaires. Sauf que cette année, les vendeurs de fournitures scolaires se plaignent du peu d'affluence à cause donc de la pandémie du coronavirus et autres phénomènes naturels. On fait le point avec Amadou Diko et Bassirou Sawadogo. Nous sommes en fin septembre et c'est bientôt la rentrée des classes. Pour les parents, c'est un moment très difficile avec, entre autres, les frais de scolarité et les moyens de déplacement. Mais pour les libraires, c'est le printemps de bonnes affaires. Seulement, à quelques jours de la rentrée, les vendeurs de fournitures scolaires attendent toujours les parents d'élèves. L'effervescence des années passées se fait toujours attendre. Pour le moment, le marché est trop naze. Avec le coronavirus qui se présente, tout ça, pour le moment, c'est trop naze. Bon, les gens ne viennent pas comme ça. Cette année, bon, la clientèle n'est pas comme ça. Bon, peut-être c'est dû aux inondations, aux consorts, on n'en sait pas. Sinon, la clientèle est nous, on entend toujours. Bon, comme c'est le début de la rentrée, on ne sait pas, on entend toujours. Sinon, de l'habitude, les gens ils viennent beaucoup, on reçoit beaucoup de clientèle. Mais cette année, c'est autrement, quoi. Les clients, ils viennent rarement, bon, individuellement. Donc nous aussi, on fait ce qu'on fait. Sans doute que certains attendent la fin du mois, la mise en place des prêts scolaires pour aller faire les achats. Cette rentrée s'effectue dans un contexte de recrudescence des chiffres de la Covid-19 qui font planer certaines inquiétudes sur les conditions de retour en classe. Mais le gouvernement assure que toutes les mesures sont prises. Voilà, et on termine ce journal avec un mot de sport et du football notamment. Le championnat national de première division pourra se poursuivre sans difficulté au cours d'une rencontre tenue hier mardi. La Fédération burkinabé de football et les clubs fondeurs ont trouvé un accord sur les points de réclamation qui avaient poussé donc ces derniers à boycotter les matchs de la première journée. En rappel, l'étoile filante de Ouagadougou, l'Asfanyelega Majestic Sporting Club, Raimo Football Club, l'ASFB, COSAF, Salitas et Léopard de Saint-Camille des 1200 réclamaient au président nouvellement élu de la FBF le versement des 30 millions de subventions aux clubs comme promis lors de la campagne, la possibilité pour les clubs de porter les maillots avec le logo de leur sponsor au lieu de celui de la FBF, la fixation à 25 000 francs CFA des frais de réclamation au lieu de 50 000 francs et la copie de la police d'assurance des clubs pour la saison 2020-2021. Pour contraindre donc la fédération à satisfaire leurs revendications, 7 des 8 clubs fondeurs avaient boycotté les matchs de la première journée du championnat. Seul Léopard de Saint-Camille, l'un des promus, avait joué son match contre un autre promu, Vitesse FC, en ouverture le vendredi dernier au stade Issoufou Joseph Okonombo. Rencontre remportée donc par les Ouagavillois de 1200 logements de Saint-Camille aux dépens donc des poulains de Zongo Mamadou, dit Bebeto, venu donc de la ville de Bobo Dioulasso. Voilà qui met un terme à ce journal qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la chaîne africaine de télévision. Excellente soirée à toutes et à tous.